Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Marc-André, dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute, juste savoir ton background, je viens de comprendre bien les affaires, vas-y. Ah oui, aujourd'hui, c'est le lancement de Star Wars Outlaw. Je sais que tu es un Ah, fan de Star Wars, la licence Star Wars. Alors, Ubisoft aujourd'hui lançait officiellement le jeu. C'est ça, le jeu d'Outlast. c'est quoi c'est quoi ce jeu-là, juste pour mes auditeurs? Ah, rapidement, c'est une aventure monde ouvert, open world, où, contrairement à d'habitude sur les Star Wars, il n'y a pas de Jedi. Ça va peut-être en rendre quelques-uns déçus, mais principalement, tu joues ouais, j'allais pas dire une rebelle, là, mais un outlaw, là, Hors la loi, là. un hors-la-loi dans l'univers de Star Wars. Et non, non, c'est attendu avec impatience. Puis à date, moi j'ai beaucoup apprécié, mais Puis à chacun. c'est aujourd'hui que ça sort, c'est ça que tu C'est me dis. aujourd'hui la date de lancement. Donc, ceux qui ont Mais, acheté le jeu, ils ont eu droit à 3 jours de jeu anticipé pour ceux qui avaient acheté des versions plus dispendieuses. Mais aujourd'hui sort officiellement le jeu de Star Wars. mais quand on vient de faire une genre de mise en bouche sur, si tu veux, ton travail. Fait que tu travailles chez Ubisoft, mais en même temps, je veux savoir, dans le fond, toi, ton travail chez Ubisoft, parce qu'on s'est rencontrés au championnat de créativité à Saint-Lambert, je pense que c'était au printemps dernier. On a fait un petit exercice de podcast ensemble, puis là, on renoue avec l'expérience. Je veux savoir un peu, parce que vous autres, vous étiez commanditaires avec la Gang de créativité Québec, pour la Gang de créativité Québec. Je voulais savoir un peu c'est quoi Ubisoft et qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils s'intéressent tant à l'éducation. Oh, ouais, ça, c'est une très bonne question. Je pense que, ben, premièrement, Ubisoft, c'est une compagnie qui est une compagnie internationale, dont le siège social est en France. L'un de leurs plus gros studios est à Montréal. OK. Depuis 97, le bureau de Montréal, je pense que c'est 20 000 employés Ubisoft. Ils Ah font ouais. la production de jeux vidéo, de toute accalmie, mais il y a aussi plusieurs dérivés sociaux, comme par exemple plusieurs des Assassin's Creed ont été repris sur un volet éducatif. Donc, plusieurs VR aussi éducatifs qui ont été faits, comme par exemple Notre-Dame, etc. Euh, des lieux Wow. historiques, comme Ubisoft engage des historiens pour la production de ces jeux, ben, c'est juste normal qu'on puisse faire un dérivatif, puis qu'après ça, on redonne à la communauté l'histoire derrière Oh, les différentes productions sur lesquelles on travaille. Évidemment, Star Wars n'a pas le genre de lore historique qu'on pourrait avoir, quoique, mais bon. ben, il y aurait peut-être des apports culturels dans le fond. Je pense, là, écoute, je ne sais pas si Ubisoft va écouter ça, là, mais je me suis amélioré dans le fond. Ma classe, comme tu peux voir, il y a des objets de Star Wars un peu partout. Puis, comme je t'avais parlé en pré-entrevue cette semaine, la semaine dernière, c'est, dans le fond, c'est la planète Tatooine qui est ma classe. Et je crois que si Ubisoft écoute bien, il y aurait un beau rapport à faire avec le CCQ, le nouveau cours qui était avant l'éthique et culture religieuse, qui maintenant a changé de terme là, Culture pour. québécoise, hein? Ouais, c'est ça. Ça s'appelle, je vais te le dire, là, ça s'appelle Culture et citoyenneté québécoise. Ah, citoyenneté. Hmm. Ouais. Puis ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce que j'ai découvert en lançant cette aventure-là avec la planète Tatooine, c'était que là, dans ma classe, j'ai des Africains, j'ai des Colombiens, puis j'ai aussi des Québécois, mais c'est intéressant dans le fond, ce que peut-être même Star Wars Outlaws peut-être pourrait travailler avec le CCQ. On, Écoute, on, on charge. ça, on va lancer l'idée. Écoute, je suis convaincu que nos amis de Ubisoft Éducation pourraient être intéressés de ce côté-là. Mais écoute, je vais passer le message. On ne sait jamais. Et moi, je me commets pas à rien. Écoute, Non, mais moi, tu sais, moi,
C'est mon hamster, là. Ça vient de tourner, Marc-André, là. Ouais, c'est correct, c'est correct. Ouais. On aime ça comme ça. C'est un peu le but. La créativité est à la base de ce qu'on fait chez Ubisoft. Quel que soit le corps de métier dans lequel tu fais partie, que tu sois, euh, je sais pas moi, un psychologue ou que tu sois un historien ou un programmeur ou un Pédagogue. artiste ou évidemment, ça, la créativité fait est à la base de tout ce qu'on fait au niveau de nos productions. Alors, Hmm. c'est le pain et le beurre C'est pour ça que chez Ubisoft. l'espèce de l'amalgame ou le merge était si quasiment aussi naturel avec la Game et Créativité Québec. Ah oui, totalement. Puis en plus, il recherchait une thématique, je crois que c'était pour la finale, une thématique qui parlait justement de la toxicité. Bon, c'est pas un terme que j'aime utiliser, mais que tout le monde comprend, là, au niveau de la toxicité, au niveau des jeux vidéo. Ouais. Alors, c'était particulièrement intéressant pour nous de participer de ce côté-là et d'essayer d'aller chercher vraiment là, tu sais, les idées au niveau des jeunes, puis de planter cette graine-là, tu sais, de seeder ce type d'expérience-là au niveau de la communauté, là. Ça Tout faisait à totalement fait. sens. Tout à fait. Marc-André, on a parlé d'Ubisoft, on a une petite image d'Ubisoft, mais je me suis savoir, dans le fond, toi, ton apport, Marc-André, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu chez Ubisoft Éducation, entre autres? Je t'écoute. Et principalement, Ubisoft Éducation est un paraprofessionnel essentiellement. Donc, c'est des implications que je fais à côté de mon travail à temps plein. Mais mon travail à temps plein, spécifiquement, je suis en cybersécurité dans l'équipe de sécurité et gestion du risque d'Ubisoft. OK. Mon rôle est un rôle d'architecture au niveau de la sécurité des jeux, principalement. C'est la façon la plus simple de le vulgariser. Donc, l'architecture dans le monde numérique, c'est les différents services, tout l'aspect technique, l'orientation technique et long terme sur les implémentations là, au niveau des jeux. Donc, je vais travailler sur différentes sphères, faire le pont avec tout ce qui est, effectivement, on a parlé de toxicité, mais c'est tous les comportements qui sont non désirés à l'intérieur des jeux, ce qu'on appelle plus le player safety là, en anglais, mais Mhm. la sûreté des joueurs et le volet technique, l'implémentation des technologies qui vont faire en sorte que ça se retrouve. Donc, on va parler d'anti-piratage, on va en parler d'anti-cheat, on va parler de... Ah, il y a tellement de domaines, mais j'essaie de garder ça au niveau, là. Mais c'est Ouais, ouais. peut-être les deux plus grands volets là, que les gens interagissent directement. OK. Mais c'est quoi au juste, dans le fond, chez Ubisoft, la cybersécurité? Ben, Moi, c'était. la cybersécurité, c'est pas différent chez Ubisoft qu'ailleurs. La cybersécurité, c'est principalement, ben, il y a deux choses. Il y a le cyber, hein, Ouais. puis il y a la sécurité. Si on brise le mot en deux, le cyber, ça est utilisé à toutes les sauces, dans tous les contextes depuis les années 50 là. Je pense qu'originalement, c'est un mathématicien américain qui parlait de cybernétics. Là, c'est comme les premières euh, références au mot cyber, mais on l'a utilisé d'à peu près toutes les sauces. À l'époque, on parlait vraiment de l'interaction entre l'humain puis la machine. Mais aujourd'hui, on a créé des cyberespaces, on a créé vraiment des environnements dans lesquels les gens peuvent évoluer. Ça, c'est vraiment la définition de cyber, là. Fait que c'est vraiment tout l'apport au niveau du numérique, l'interaction entre l'homme et le numérique. Et la sécurité, ben, c'est le volet technique associé à s'assurer de la protection. Là-dedans, il y a deux volets. Comme j'ai parlé de sûreté tantôt, puis de Ouais. sécurité. Sécurité, c'est vraiment le volet technique, puis la safety, là, la sûreté, c'est vraiment le volet gestion des risques. La perception de la personne à l'intérieur est-ce que la personne se sent en sécurité, ce genre de choses-là. C'est vraiment une perception. Puis, je t'ai donné des exemples l'autre fois où la Hum. différence entre les deux, c'est quand j'ai appris à ma fille de 8 ans à faire du lockpicking, parce que je pratiquais mon lockpicking pour des concours là, dans des conférences, etc. Mais à 8 ans, quand elle a ouvert son premier cadenas, ben écoute, il a fallu que je change les serrures de ma maison parce que tout d'un coup, c'était vu. C'était tout d'un coup la serrure. Mais si on regarde la serrure sur un point de vue purement sécurité, là, c'est quoi, 7 pins, 5 possibilités. Le nombre de combinaisons doit être à peu près un demi-million de possibilités, tu sais. Puis si on compare ça à la sécurité numérique, c'est même pas, tu peux même pas les comparer, là.
On parle OK. tu sais, en fait, de niveau de sécurité, une serrure est vraiment pas euh, au même niveau que dans l'environnement numérique. Donc, quand on met les deux en perspective, c'est là qu'on se rend compte. Fait que, oui, moi, je travaille sur la sécurité des joueurs à l'intérieur des jeux d'Ubisoft. Là, c'est la façon la plus simple de résumer mon métier. Mais quand on parle, mettons, de sécurité chez les joueurs, là, tu sais, moi, je suis un peu naïf là-dedans parce que je suis pas un grand gamer. Je suis un curieux, mais pas un grand gamer. Puis je me posais la question. Tu sais, j'ai même fait l'exercice avec ChatGPT qui me pose des questions pour qu'on puisse se préparer. Puis il y avait une question que j'avais trouvée super intéressante qui disait c'était quoi, dans le fond, les dangers que les jeunes pouvaient avoir à se méfier face au Écoute, phénomène c'est intéressant. C'est une très bonne question. ChatGPT. C'est difficile à répondre dans le contexte où il y a un background. Tu sais, moi, quand j'étais jeune puis que j'allais au parc, je disais à mes parents, je m'en vais au parc, puis où j'allais rejoindre mes amis. Aujourd'hui, c'est plus facile de rejoindre ses amis à l'intérieur d'une zone C'est vrai. numérique, que ce soit un jeu ou que ce soit un Facebook chat ou whatever, tu sais, au niveau des médias sociaux. Je voulais pas mentionner Facebook spécifiquement, mais tu comprends Pas grave. mon point. Puis, mais essentiellement, la menace comme telle, elle s'est pas vraiment transformée. Elle a changé d'environnement, mais elle s'est pas vraiment transformée. Donc, tu sais, les possibilités de bullying, les possibilités, tu sais, que tu te fasses voler ton lunch, je ne sais pas, je donne ça comme exemple. Mhm. Mhm. Ce qui se passe dans les classes, ce qui se passe dans la cour d'école, c'est un petit peu les mêmes types de comportements qu'on va retrouver au niveau des médias numériques. Donc, il y a une responsabilité au niveau de ceux qui créent ces environnements-là, de la même façon que l'école a créé des mesures. Par Ouais. exemple, je prends l'exemple du bullying. Les créateurs de ces environnements-là ont un devoir de faire en sorte qu'il y ait des mesures pour protéger puis empêcher et contrôler ce type de comportement-là. Donc, on va souvent retrouver des mécanismes pour pouvoir rapporter qu'un événement s'est passé ou que hey, je trouve que cette personne-là, clairement, elle triche. Tu sais, au ballon chasseur, c'était facile. Tu as juste à te retourner vers le prof et dire, hey, Ouais. attends, là, il triche. Mais, mais dans les moments numériques, dans les environnements numériques, c'est un petit peu différent. Mais en fait, la menace se transforme, c'est pas tellement transformé qu'elle s'est juste déplacée, essentiellement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marius Bourgeois, conférencier et coach chez Esquadédu. Saviez-vous que le podcast est une opportunité de développement professionnel qui gagne en popularité? C'est accessible, inspirant et informel. Si vous avez le goût d'élargir votre point de vue sur le leadership et de rencontrer des leaders qui transforment l'éducation à leur façon, je vous invite à découvrir Tout le monde est un leader, le podcast, en visitant le esquadédu.ca. Votre balado pédago. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, ce que tu avances également. Puis on s'était parlé en pré-entrevue que, dis-moi si je me trompe, qu'il y a parmi toutes les compagnies comme dans le fond Ubisoft, on dirait qu'Ubisoft serait un des peut-être précurseurs ou peut-être un des seuls à s'intéresser à ça pour l'instant. Ça se peut-tu? Oh non, 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 je vais vous avouer que toutes les grandes compagnies de jeux vidéo ainsi que les grands médias sociaux sont tenus de mettre en place des mécanismes présentement pour des raisons légales. Donc, OK. depuis des années, je ne pourrais pas vous dire quand la loi est sortie, là, mais ce qu'on appelle COPPA à l'interne, c'était la loi pour protéger les jeunes essentiellement à l'intérieur des jeux vidéo. Elle a été enrichie beaucoup dans les dernières années, autant aux États-Unis qu'en Angleterre, ou dans l'Union européenne, excusez-moi. Puis pour assurer des contrôles spécifiques et vers la protection des utilisateurs, puis c'est pas juste les jeunes, et avec des conditions encore plus restreintes au niveau des jeunes. Donc, si vous avez des jeunes, Ubisoft n'a pas de jeunes dans ses jeux en ligne multiplayer. C'est pas une des cibles de Ubisoft malgré tout. Même avec les adultes, on est tenu de fournir
un environnement sécuritaire à nos joueurs. Et c'est les mêmes mécanismes. On a récemment mis en place ben, Ubisoft a des jeux pour les jeunes, mais n'ont pas de jeux avec les jeunes avec comment je pourrais dire, des milieux de communication, des moyens de communication, de chat, de voice chat ou ce genre de choses-là. Donc, on est un peu moins à risque, mais si on regarde les autres grands producteurs de jeux vidéo, pardon, ils ont aussi ces mêmes mesures-là qui doivent être mises en place. Et il y a même des rapports annuels qui doivent être faits sur comment ils ont réagi aux différents types de rapports qui ont été faits. Si quelqu'un se plaint je sais pas, de triche ou quelqu'un se plaint je vais dire de bullying parce qu'il y a des conditions que je ne veux pas mettre l'accent dessus parce qu'il y a des choses bien pires que le bullying qui se passe certaines fois, là. Quand on parle de multimillions de joueurs, des fois, c'est des choses bien pires, mais sans mettre l'accent dessus, il y a des rapports annuels qui doivent être produits par ces sociétés-là. Et les Facebook, Xbox, Discord de ce monde, EA, Blizzard, Microsoft, sont tous tenus d'émettre à chaque année un rapport sur comment ils contrôlent l'environnement dans lequel. Super intéressant. Euh, je vais essayer d'aller visiter un peu le volet éducation de Ubisoft Éducation. Tu sais, Bien sûr. parler un peu du volet historique, mais où est-ce que je m'en vais avec la question précédente? Ta réponse est très bonne, mais je veux juste aller plus loin là-dedans. Mhm. Est-ce qu'il y a, il y a ce désir d'éduquer chez Ubisoft un peu plus pour les jeunes sur la cybersécurité, disons, là? Est-ce qu'il y a ce volet-là avec Ubisoft Éducation? Oui, c'est un des deux piliers d'Ubisoft Éducation. Malheureusement, c'est pas ma sphère. Moi, Non, ce mais qu'on appelle un mentor à l'intérieur de l'organisation. Donc, quand il y a des activités puis qu'ils cherchent quelqu'un pour parler de cybersécurité, ils m'envoient, mais je suis pas je suis pas responsable du programme Ubisoft Éducation, mais la cybersécurité, c'est un des deux piliers sur lequel ils travaillent. OK. Donc, c'est un de leurs deux objectifs majeurs. Donc, oui, on va participer à des activités d'émerveillement aux technologies. Ils vont participer à des activités le STEAM, là, sciences, Oui, technologies, oui, oui. Les arts, engineering, ouais, engineering, mathématiques, oui. mathématiques. Fait qu'ils vont participer tu sais, à des activités de ce type-là. Puis, c'est dans les objectifs de l'organisation de redonner une partie à la communauté. Donc, on a nos truc historique qu'on a mentionné, mais il y a aussi une partie là, qui touche Ubisoft. Ubisoft Éducation au Canada participe directement à des activités, beaucoup de parascolaires de production de jeux, par exemple. Donc, Wow. on a un groupe de filles, ben, malheureusement, je sais pas tous les détails, mais par exemple, on a un groupe de filles en parascolaire qui se présentent tous les samedis où des experts en production de jeux d'Ubisoft les accompagnent pendant une partie de l'année scolaire. Puis à la fin de l'année scolaire, ben, ils font la présentation des jeux qu'ils ont produits, sous, euh, accompagnés par des gens qui travaillent dans l'industrie. On a aussi, en partenariat avec d'autres, des programmes. On travaille sur un programme, c'est secret, là, mais pour aller faire des ateliers en école. C'est spécifiquement sur la cybersécurité. Alors, c'est en pilote présentement. Fait que c'est ce genre de retour à la communauté. Et je vais vous avouer que c'est vraiment des bénévoles, des employés bénévoles de Ubisoft qui donnent de leur temps pour redonner à la communauté. Alors, Ubisoft Éducation est comme l'équipe qui s'occupe de coordonner tout ce genre d'initiative-là. Mais à la base, ce sont tous des employés d'Ubisoft qui sont là pour redonner, puis pour aider à la communauté. C'est incroyable. Parce que tu me parlais des genres féminines avec la programmation, c'est-tu le projet de Stéphanie, je crois, avec Technovation Montréal, ça? C'est ça. Oh, wow. Hey, quelle Fait que, chance. c'est ça. Ils ont un groupe comme ça de jeunes filles. Puis, écoute, il y a certaines de ces filles. Je parlais à une de des participantes là, au programme. Puis c'est la troisième année. Puis ça fait 3 ans où elle change de rôle dans l'équipe dans laquelle elle intervient. Puis à chaque fois, elle apprend un nouveau corps de métier presque.
ou un nouveau centre d'intérêt. Fait qu'elle a travaillé sur, je sais pas moi, les interfaces une année, elle a travaillé sur le son l'autre année, ou elle a travaillé sur plus le gameplay la troisième année. Puis là, c'est vraiment, ça ouvre des sphères très intéressantes. Alors, c'est ce genre de choses-là, parce qu'il faut construire notre relève. Hein. On s'entend que même moi, en cybersécurité, là, moi, je commence à avoir plus de cheveux blancs que toi encore. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui va devoir prendre ces métiers-là, puis qui prend la relève. Puis malheureusement, on n'aura jamais assez de professionnels. Même aujourd'hui, on en manquerait. Je pense qu'au Canada, on en manquerait plusieurs millions de professionnels pour vraiment être capable de faire la job. Donc, on doit se fier à éduquer vraiment les gens dans leur comportement pour limiter ce genre d'impact-là dans le futur. Ouais, comme travailler les sciences molles, ils appellent ça les soft skills, là. Ouais, effectivement. Ouais. Puis, on a parlé d'ingénierie sociale dans notre pré-entrevue. Excuse-moi, Ouais. je m'en vais champ gauche complètement, mais Vas-y, vas-y, vas-y. l'ingénierie sociale, là, c'est essayer de convaincre quelqu'un de donner de l'information qu'il ne devrait pas. Ça existe depuis toujours. Je veux dire, le marketing a inventé l'ingénierie sociale. Eux, leur option, c'est d'essayer de te faire acheter leurs produits. Puis il y a des règles, là, tu sais, s'ils répètent dans la publicité 3 ou 4 fois le même mot, tu vas finir par t'en rappeler plus, puis ce genre de choses-là. Donc, l'ingénierie sociale, c'est pas un. Comment ça n'a pas été inventé à cause de la cybersécurité. Ça existe depuis toujours. C'est juste que il s'est transporté dans une autre sphère dans laquelle tu sais, comment je pourrais te convaincre de me donner le mot de passe de ton cloud. Je pourrais t'envoyer une licence de Star Wars Outlaw. Peut-être? OK, ouais, 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 je comprends. OK. Toi qui Ouais, es un fan de Star Wars. ouais, 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 je ouais. ne suis pas un expert dans le domaine, mais je suis sûr qu'il y a des façons assez faciles ben, peut-être pas dans ton cas, là, mais il y a des façons d'aller chercher de l'information, assez d'informations tu sais, Ouais, pour arriver à tes fins, là, essentiellement. ben, ça fait partie, dans le fond, des dangers inhérents là, que les jeunes doivent se méfier, dans le fond, là. Ah oui, le partage d'informations, je crois que depuis toujours, toute l'information qu'on va mettre dans les médias sociaux, je parle des médias sociaux surtout, là, Ouais, euh, Internet n'oubliera jamais. Donc, toute information qui va être mise là, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, va être encore là et pourrait être utilisée à des mauvais escients, euh, à ton encontre. Que ce soit, ben, on s'entend que ça pourrait être lors de l'application pour un travail, puis qui vérifie ton historique des médias sociaux, puis qui se rende compte qu'il y a 10 ans, tu avais des opinions X, oui, 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 autant oui. que ça pourrait être d'utiliser la façon dont tu parles pour développer euh, ce qu'on appelle des deepfakes, là, de, 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 de créer des vidéos ou des audios de conversation. Alors, tout ce qui est mis sur les médias sociaux, désolé, mais ça va rester là pour toujours. Il y a toujours, je crois que les grands de ce monde ont eu l'obligation de créer des options de supprimer les contenus, etc. Fait qu'aujourd'hui, c'est possible de supprimer ce qu'il y a dans les grandes plateformes, mais c'est pas quelque chose que les gens utilisent. C'est pas quelque chose qui est facile à aller chercher, là. Je pense que ça doit être dans le 14e menu. Tu as l'option de Oui, effacer oh, ton. oui, 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 oui. C'est pas quelque chose que. Il Ouais, faut vraiment que tu sois motivé c'est pour assez le tough, faire. on dirait en bon québécois, ouais. Et puis ça me fait penser, là, Marc-André, je te partage quelque chose. Je pense que la fois où ce que je me suis rendu compte de ce fait-là, c'est lors d'une entrevue avec Cœur de Pirate, puis tout le monde en parle, où Mhm. ce qu'elle a eu des photos dénudées, puis elle essaye de faire disparaître ça dans le fond du web, puis elle dit qu'elle n'y arrive pas. Non. Il y a encore du monde qui réussissent à remettre ces photos-là. C'est un combat sans fin, là. Effectivement, C'est effectivement, ça sera surtout si il est en dehors d'une plateforme, puis que les gens se l'ont approprié, puis bon, probablement que ça. Ben, à un moment donné, tout le monde va arrêter d'en parler, peut-être que ça va être moins critique, là, mais il va y avoir moins d'intérêt, puis les gens qui ont intérêt à le republier vont perdre l'avantage qu'ils ont de le faire, mais parce qu'il n'y aura plus d'intérêt, mais éventuellement, ça va être long, là.
ça pourrait être très, très long. Pour pas en arriver là, mettons, là. C'est pour pas en arriver à des situations comme ça, là. Qu'est-ce que, mettons, comme un joueur, qu'est-ce qu'un jeune joueur qui s'intéresse, mettons, à Star Wars Outlaw, là, peut protéger son compte et des informations personnelles quand il joue en ligne, là? Ah, écoute, il y a beaucoup de recommandations sur l'hygiène numérique hein, qu'on appelle qui sont applicables dans tous les cas. Je ne veux pas faire mon, mon, mon vieux, comment je pourrais dire, mon vieux bonhomme, là, mais utilisation de gestionnaire de mots de passe, utiliser des mots de passe complexes, ne pas réutiliser ces mots de passe. Tu sais, il y a des mesures d'hygiène qui sont essentielles aujourd'hui. Et le fait que tu connais pas ton mot de passe en utilisant un gestionnaire de mots de passe, fait en sorte que, regarde, tu peux pas te tromper, tu peux pas le partager ou, tu sais, il, il va donner accès si jamais quelqu'un réussit à compromettre. Il va donner accès qu'à un seul service. Le danger principal, c'est pour ce qui est de tout compte, que ce soit des comptes, ton compte pour tes jeux ou ton compte pour quoi que ce soit d'autre, c'est ta boîte de courriel, ta boîte de courriel principale. Si tu perds ta boîte de courriel, tu perds tout l'arbre de tous tes comptes, essentiellement. Donc, la meilleure option, c'est, il y a plusieurs gestionnaires de mots de passe qui sont très, très solides. Tu as besoin de te rappeler juste du mot de passe de ton gestionnaire de mots de passe, intégré avec ton téléphone, avec ton ordinateur, et il va se permettre, quand tu as besoin de t'authentifier sur un service, tu vas dans le gestionnaire, tu copies le mot de passe, that's it, c'est fini. Donc, Comment ça, c'est as-tu vraiment. des noms de gestionnaires de mots de passe que tu connais, que tu pourrais partager sans vouloir faire de la pub, là? C'est juste me donner Ouais, une moi, idée. je veux pas faire de la pub, mais celui que j'utilise, bon, écoutez, je m'étais pas préparé à ça. Ben, fais-toi-en pas, là, tu peux les regarder, je coupe au montage. Moi, j'utilise Bitwarden. J'ai utilisé LastPass pendant longtemps jusqu'à ce que les autres se fassent pirater. Mais ça, c'est. Même si le gestionnaire de mots de passe se fait pirater, tu passes à travers chacun des mots de passe puis tu le changes. Puis that's it, c'est fini. C'est vraiment la façon. Puis en même temps, ça permet, si jamais il se passe quelque chose, vous tombez malade ou que ce soit, vous êtes hospitalisé, ben, tu sais, il y a quelqu'un qui peut s'occuper de. Tu sais, Ah, il y a des plans B, donc tu peux mettre, par exemple, tes parents, si dans le cas d'un enfant, tu pourrais mettre tes parents qui ont accès à son portefeuille de mots de passe et inversement, dans le sens où, si jamais il y a quelque chose, il y a possibilité de partager des accès avec ce type de système-là. Donc, impossible de faire pirater son mot de passe puisqu'il va se retrouver auto-généré 12 caractères avec des trucs que tu ne seras jamais capable de te rappeler par cœur. Mais c'est vraiment la façon la plus efficace de, de, de pouvoir protéger ton compte. Ensuite, Ensuite, il y a le deux facteurs. Le deux facteurs, c'est souvent, il va t'envoyer un email. Encore là, ça, c'est pas idéal, un texto ou il y a certains comme Steam, par exemple, a une application dans laquelle il va te donner un code dans l'application mobile Steam pour toute nouvelle authentification. Donc, si quelqu'un réussit à avoir ton mot de passe de Steam, ben, il a besoin de ton téléphone ouvert pour pouvoir s'authentifier sur la plateforme. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de perdre accès à ton compte. moi, Ma j'ai troisième et dernière recommandation, c'est de temps en temps aller vérifier les services qui sont connectés. Donc, pour chacune de ces plateformes-là, il y a moyen d'aller voir tu sais, il y a souvent, là, se souvenir de moi, là, il va te Oui, demander ton mot de passe une fois, puis il va te le redemander juste dans 6 mois ou dans 3 mois, etc. Donc, chacun de ces plateformes-là qui sont connectées dans ton compte vont être listées dans la page de sécurité. Tu vas avoir le nom de tous ceux, puis de où ils sont, de quel pays ils sont connectés, etc. Donc, s'il y a des trucs louches, là, parce que souvent, ce qu'ils vont faire, si jamais ils vont. Autrefois, ils resettaient ton compte, puis ils changeaient ton mot de passe, puis là, tu perdais complètement l'accès, mais aujourd'hui, ils sont plus. Saint-Renard. Ouais, un peu plus renards en disant qu'ils vont comme continuer à accumuler de l'information le plus qu'ils sont capables. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils se connectent. Ce qui arrive souvent avec les Facebook de ce monde, ils vont se connecter, puis ils vont rester connectés.
sans nécessairement vous enlever l'accès à vos services. Donc, de temps en temps, allez vérifier ce qui est connecté. Et ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Ben, juste le déconnecter. Au pire, vous allez devoir vous réauthentifier sur cette plateforme-là ensuite. Et ça, puis là, ça reset tout le processus, dans le fond. Je Ouais. comprends. C'est Ça fait comme si ça décochait ce souvenir de moi. OK. Pour OK. pour ce PC-là ou cet ordi-là, ce téléphone-là. OK. Ben, mon Dieu, merci beaucoup. Cette information-là, je vais être tout à fait transparent. C'est quelque chose que je ne savais pas. Que, je suis- C'est des choses c'est ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas, vraiment qu'on n'apprend pas à l'école, mais que c'est des choses qui devraient faire partie du cursus, qui devrait être important. C'est ça, mais bon, un Ah, jour ben, peut-être. tu peux me partir là-dessus, là. Tu sais, il y a un paquet de choses qu'on juge super important, puis que malheureusement, vu le programme, puis il y a juste 200 jours de présence pour un prof en classe par année. Hmm. Quand même qu'on va faire de la formation, puis tout ça, on dit qu'il nous manque de temps, il en faudrait, honnêtement, là, il faudrait qu'on ait plus de temps, mais Je sais que Cybercap a un programme pour le niveau. C'est pas lié à Ubisoft, là, mais il y a un programme pour le niveau secondaire ouais, ouais. dans lequel ils font des ateliers en classe, puis c'est le genre de choses qu'ils vont discuter avec les élèves. Mais c'est comme un. Je sais pas comment ça s'intègre dans le programme parce que c'est vraiment parascolaire, là. Je ne sais pas si c'est des périodes de classe qui sont remplacées par ça ou si c'est vraiment sur un vrai parascolaire, là, dans le sens où une période hors cours. Là. Je ne sais pas comment ils intègrent ça Oui, dans les. parents, ouais, puis ça a tout son sens. Mais je pense que peut-être ça va être de la musique pour tes oreilles, mais je pense que ça devrait être dans le cursus scolaire, ça, directement. Là. Tu sais, dans le fond, ça aide aussi à développer la pensée critique, qui est Totalement. super important. Surtout avec la venue de l'intelligence artificielle, on dirait qu'on n'est pas encore au courant des dangers inhérents. Là. Ah, ça, je ne veux pas rentrer là parce que là, tu vas me perdre pour une autre heure, mais Mais ce qu'on pourrait dire, là, dans le fond, sans nécessairement être obligé de couper dans le montage, si, mettons, on reprenait ça là, c'est que la sécurité va tellement, mais tellement vite, puis tu sais, tout ce qui se rapporte avec l'intelligence artificielle va à une vitesse démentielle, définitivement. Ouais. que la structure, dans le fond, du gouvernement mis en place, dans le fond, en l'occurrence, le ministère de l'Éducation, qui prennent un temps de réflexion puis de bâtir, ça va trop vite. Fait que le laps de temps de bâtir versus ce qui se passe réellement, je pense qu'il va falloir penser même à un changement de cap puis assez radical. Là. Puis je crois foncièrement aux initiatives comme celle de Cybercap qui, à chaque année, repasse avec des spécialistes. Ben, je veux dire, c'est pas Ubisoft qui sponsor cette activité-là spécifiquement, là, c'est d'autres sociétés, mais euh, essentiellement, eux, à chaque année, ils révisent le programme, le syllabus, puis c'est quelques heures en classe avec les élèves, puis c'est des spécialistes qui regardent puis ils disent, oh, on devrait rajouter, retirer des topics ou tu sais, modifier, etc. Donc, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui font de la sécurité de leur métier, qui donnent de leur temps pour valider les contenus. Puis ensuite, ça passe à travers des spécialistes en pédagogie pour voir comment le message devrait être adressé à travers le type X et Y groupe d'âge. Donc, leur modèle est super efficace puisque si on a besoin de changer, un événement se produit en milieu d'année, mais c'est facile de mettre à jour le cursus sans avoir à repasser à travers, ben, c'est ça, à travers toute la machine organisée, Hum, comme tel hum, du hum, ministère de l'Éducation. Fait que c'est un hum, peu plus hum. agile, mais ouais, mais c'est ça. Ben, tu sais, beaucoup, ça, c'est pas de ton milieu, là, mais je veux juste te partager quelque chose. C'est qu'on est rendu dans un moment de notre vie où on doit repenser tout le volet éducation parce que là, toute l'intelligence artificielle vient de changer tous les paradigmes, dans le fond, sur. Hein, on est en train de réfléchir là-dessus, mais c'est pas juste sur l'intelligence artificielle, c'est que faut absolument je suis un de ceux qui pensent que
ça devrait être du down-top, là, nos recommandations, et non du top-down pour ce qui est de ça. Pour ce qui est de ça, parce que le top-down, il y a sa Mhm. raison aussi, là, Ouais. mais s'il y avait mettons, un rapport général sur l'éducation, aussi slash cybersécurité, intelligence artificielle, puis qu'il aille chercher, mettons, de ce qui se passe, mettons, chez les professionnels, comme chez vous, mettons, en l'occurrence, Ubisoft et Ubisoft l'éducation, puis aussi chercher certains profs. Je pense que le citoyen serait drôlement gagnant, là. Tu prêches à un converti, je suis désolé, mais oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Écoute, c'est pour ça que moi, je m'implique personnellement sur des initiatives de ce type-là. Ouais. Je le faisais pour le Hackfest parce que je crois foncièrement que, tu sais, puis souvent, c'est des enfants de professionnels du métier, hein. Fait Ouais. que, tu sais, mon père, il fait ça dans la vie, mais tu sais, son père, il n'est pas tout le temps, ou sa mère, parce qu'on a quand même euh, excusez, je voulais pas rentrer là-dedans. Ses parents font ça dans la vie, mais tu sais, c'est pas quelque chose que lui nécessairement va s'intéresser au premier degré. Il va savoir des choses. Il y en a que oui, mais il y en a que non. Puis, fait que souvent, c'est super intéressant de leur faire vivre des trucs comme, tu sais, puis certains sont vraiment doués. OK, tu sais, parce ils ont fait ça pendant des années, puis d'autres que ça les intéressait à peu près pas, mais on va plus regarder de l'introduction à la technologie puis ce genre de choses-là avec eux. Fait que c'est très le fun de voir la diversité, puis de voir que regarde, c'est pas tout le monde qui va faire de la cybersécurité dans sa vie, là. Mais en fait, Non. tout le monde devrait en faire un peu. Puis c'est ça le message que j'essaie de porter à travers ça, c'est qu'on a tous, comme citoyens, tu sais, on a parlé beaucoup de citoyens numériques, là. On devrait être un bon citoyen numérique, mais il y a une partie de ça qui parle à la cybersécurité. Donc, c'est ce que j'essaie d'apporter, mais à ma façon. Puis, et quand je ne suis pas au travail. Oui, ouais, c'est ça, tu fais ton rôle de papa. Ouais, je De quatre comprends. enfants. Ah Plus, oui? ouais, mais j'ai les quatre. Des grands, puis des moyens. Des moyens, OK. Parlant de ça, parlant des enfants, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, mettons, dans ta vie de papa, là, mais moi, c'est déjà arrivé dans ma vie de papa, surtout avec ma fille. Puis, en tant que parent, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, notre réaction, comment on pourrait réagir si un jeune il reçoit un message étrange puis qu'il se sent mal à l'aise, mettons, en ligne, là? Ah, ça, ma position devant ça, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir des dialogues. Comme avec n'importe quoi, il faut s'assurer d'ouvrir des dialogues avec nos jeunes et de créer des canaux de confiance. Si c'est pas un parent, nécessairement, s'il y a sûrement quelqu'un de confiance au niveau de l'entourage, c'est important que si un jeune reçoit quelque chose qui le rend mal à l'aise ou juste que l'analogie de Spider-Man, le Spider-Sense allume, là. Euh, le réflexe devrait être de poser une question à quelqu'un en qui le jeune a confiance, idéalement ses parents, pour des raisons X, là. Mais je veux dire, c'est pas différent de l'environnement physique, là. Si quelqu'un vient vous approche au parc, vos parents vous en tout cas, mes parents me disaient de ne pas parler aux étrangers, mais j'étais dans un petit village où tout le monde se connaissait. Donc, mais c'est un peu ça, l'analogie. Mais aujourd'hui, on n'a pas appris ça à nos jeunes parce qu'ils vont moins au parc, peut-être. Mais essentiellement, ce qui est intéressant, c'est que si le jeune vraiment se sent pas à l'aise, parlez-en. Il y a des mécanismes qui existent pour rapporter, par exemple, des interventions, que ce soit dans les médias sociaux ou dans les jeux. Vous allez avoir des mécanismes qui vont demander un membre de l'équipe d'aller vérifier effectivement si c'était inapproprié ou que c'était pas ou que c'était dangereux, puis qui va prendre action. Donc, que ce soit dans les médias sociaux, il y a toujours là, rapporter, signaler un message, par exemple, ou dans les jeux vidéo, il y a aussi euh, des façons de rapporter. Des échanges, puis ensuite, il y a quelqu'un qui va regarder ça, puis qui va intervenir si c'est récurrent. Puis bon, chaque plateforme a ses conséquences pour quelqu'un qui, par exemple, ça pourrait être
des propos misogynes, des propos racistes, des propos, tu sais, par exemple, puis là, vous ne trouvez pas ça approprié, vous le rapportez, puis il va y avoir des conséquences appliquées à la personne en question. Puis ça, comme je disais tantôt, les compagnies sont obligées d'intervenir puisque ça s'en va dans leur rapport annuel qui dit qu'ils ont intervenu, puis combien de fois ils ont intervenu. Puis ce genre de choses. Mais en résumé, là, parler à quelqu'un. C'est la façon la plus... parler avec quelqu'un que vous avez confiance, puis c'est la façon c'est la meilleure façon de créer cette synergie-là où tout le monde va devenir et intervenir de la bonne façon. C'est méga intéressant. Je suis vraiment content d'avoir pris du temps de jaser avec toi sur, dans le fond, j'avais d'autres questions, mais on dirait pendant notre communication, je regardais nos questions, puis on y répondait d'une manière naturelle. Fait que je suis vraiment content. Euh, je suis d'autant plus content de savoir que ce podcast-là va sûrement être utile aussi pour juste mon objectif, dans le fond, c'est sensibiliser les pédagogues, les profs dans le fond, aux défis inhérents des jeux, puis tout le kit, là. Fait que je pense qu'on a assez bien rendu la marchandise pendant bon, presque 45 minutes de peu bonheur. J'aimerais ça voir avec toi, dans le fond, je vais avoir des questions. C'est mes questions à Raphaël que je réserve par la fin. Oui, oui. Et puis c'est des questions qui sont, des fois, peut paraître un peu absolues, mais en même temps, c'est juste un jeu. Puis en même temps, ben, l'idée derrière, c'est de connaître une des personnes derrière la bannière, dont Marc-André, l'expert en cybersécurité chez Ubisoft Éducation, Ubisoft. Puis ma première question, elle va te sembler drôle. Pour toi, Marc-André, l'éducation, c'est quoi? Wow! Ça, c'est une question difficile. Vraiment. Pour moi, l'éducation, c'est un partage. C'est un partage de connaissances. Donc, moi, je suis un vieil homme qui a bientôt 50 ans, qui a vécu des expériences. Pour moi, l'éducation, et puis qui est passé à travers une éducation généraliste là, au privé, là. On m'a rempli la tête de plein d'informations que pour moi, je ne m'attendais pas à avoir besoin un jour. Mais c'est ça, l'éducation. C'est c'est ça. C'est difficile à dire, mais moi, j'ai un profil qui est peut-être un peu différent de tout le monde, ou de la masse. C'est que cette information-là qu'on m'a cramée dans le cerveau, tu sais, j'ai mes cours de latin. On s'entend dessus que mes cours de latin, je m'attendais jamais à en avoir besoin, mais un jour, out of nowhere, 20 ans plus tard, ben, j'ai été en mesure de faire la corrélation entre, tu sais, lire une phrase en latin, puis j'ai compris l'expression, puis je m'en suis même pas rendu compte, mais c'est ça un peu, là. L'éducation, c'est comme la base. Ben, tu sais, le système d'éducation, pour moi, ça devrait être la base de connaissances générales. Puis ensuite, les gens, en fonction de leur profil cognitif, vont construire sur ça. Euh, je suis totalement d'accord avec toi. On devrait même faut toujours avoir cet éveil-là pour dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Il y en a qui pensent qu'ils ont fini d'apprendre puis qui bloquent, mais faut pas, faut pas. Parce que tu sais, le primaire, à mon avis, c'est juste la fondation, puis le secondaire, on est en train de mettre on met juste des solives. Fait que, tu sais, même moi, quand j'ai terminé mon université, là, ma formation initiale, ben, Hmm. c'est une base. Fait que là, la formation continue est là. Puis, tu sais, juste le mouvement de mon idée de faire des podcasts va dans ce sens-là, dans le fond, c'est de continuer de grandir puis d'apprendre, là. Fait que merci beaucoup pour ce moment d'apprentissage-là, Marc-André. Ma deuxième question, c'est qui a été ton plus grand succès? Ben, j'ai 4 enfants, une femme merveilleuse. Je peux pas passer à côté de ça, mais professionnellement, je pense que mon plus grand succès. Ah, regarde, je vais tricher. J'ai mon nom dans 2 génériques de jeux Marvel. Donc, Hum! ma carrière est faite. Donc, regarde, that's it. Ah, Non, c'est bon. mais c'est le premier, quand je l'ai eu, j'ai fait comme Oh my God, mon nom est dans un Marvel. Oh my God! Fait que Oh, c'est un wow. running gag, etc. Mais professionnellement, j'ai fait plein de choses. Écoute, il n'y a pas un point particulièrement professionnellement qui en ressort, puisque j'ai tellement touché de choses dans ma carrière. Puis j'ai toujours appris. J'étais la personne qu'on envoyait dans des environnements où personne ne savait, comprenait. Puis c'est ça.
étudier, faire trouver, figurer, puis faire des recommandations. Fait que j'ai fait le plus gros de ma carrière comme ça. Fait que maintenant que j'ai un rôle un peu plus stratégique, tu sais, je peux en remettre, mais c'est ça. Fait que professionnellement, là, regarde, je reste avec Marvel. Pour moi, c'est. Je te comprends. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Marc-André? Oh, d'avoir eu 4 enfants? Non, mais ouais, non, effectivement. Mais mon plus grand apprentissage, écoute, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'ont enseigné quand j'étais à l'école. J'ai fait plusieurs programmes au Cégep. J'ai fait, tu sais, moi, j'ai jamais mis les pieds dans une université parce que je suis tombé sur le mur. Bon, c'est pas vrai. J'ai mis le pied dans des universités pour aller donner des masterclass, mais pas pour étudier, là. Mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui m'ont appris. J'ai eu des enseignants extraordinaires qui m'ont amené dans des endroits. Puis moi, j'étais un scout aussi quand j'étais jeune. Ah oui, moi aussi, j'ai fait ça. Donc, c'est peut-être le côté un peu plus, je pourrais dire créatif là, de mon métier qui m'a amené vers la cybersécurité. C'est cette espèce de figurer avec ce que tu sais, que les scouts m'ont appris à me débrouiller puis à trouver des solutions qui sont en dehors de la boîte, là, essentiellement. Fait que j'ai été assez choyé de ce côté-là, là, mais plus grands apprentissages, je pense que c'est un peu ça. C'est l'ensemble de l'œuvre puis, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais écoute, c'est difficile à répondre. C'est Ah difficile non, à c'est répondre. correct. T'as répondu. Euh, je voulais savoir en même temps, y a-t-il une personne qui a un impact, parce que parler des profs, là, mais je ne sais pas si là tu Hmm. vas changer, mais y a-t-il des personnes qui ont eu un impact positif dans ta vie? Puis dis-moi donc pourquoi. Puis là, parce qu'on parle d'enseignement, oui, oui, j'ai eu des enseignants qui ont été particulièrement importants pour moi, mais à- à- OK. À l'exception d'un prof de chimie que mon père avait eu, puis qui me dit, ouais, monsieur Bélanger, votre père était pas mal plus studieux, là. J'ai dit, non, Ah, c'était pas la bonne affaire à faire. Mais excuse-moi, j'ai eu un ah, flashback, là. J'ai eu un comme, flashback, là. comme dirait Monsieur Legault, c'est comparer une pomme avec des bananes. Tu sais, tu peux Ouais, pas comparer. C'est pas parce que c'est ton père, ta barouette. Ça, c'est le danger inhérent. ça, c'est le cours classique à l'époque, là. Tu sais, mon père était au cours classique, puis moi, j'étais en tout cas. Ah non, puis même avec tu sais, des frères et sœurs dans la même classe, non, Ah, c'est surtout c'est à ne quelque chose pas faire. à ne pas dire. T'as bien raison. Euh, ben, je dois t'avouer sérieusement que j'ai parlé des scouts, là. Je pense que la personne qui a eu le plus d'influence dans ma vie, c'est un de mes anciens chefs scouts. Puis c'était pas une personne qui était très éduquée, c'est pas une personne qui était très, comment je pourrais dire, sociale, mais il a passé toute sa carrière sur les lignes d'Hydro-Québec de la baie James. Il était monteur, là. Hein? Puis il a participé, lui, sur la ligne. Écoute, il a vécu dans le bois, littéralement, sur des camps de chasse tout le long de la ligne. Puis il partait à coup de 6 mois, été, hiver. Et écoute, ça, la façon dont il interprétait vraiment le monde de la ville était complètement différent. Fait que ça a eu une grosse influence sur moi, là, d'avoir une perspective, vraiment, tu sais, de quelqu'un qui connaissait pas toutes les ou comment, pas qui connaissait pas, mais qui avait pas vécu toutes les intrinsèques de la ville, là. Tu sais, c'était les camps de bûcherons puis les camps de monteurs de ligne, là. Il dormait dans son truck d'Hydro-Québec. Ah ouais. Ouais, ouais, non, c'était quelqu'un de particulièrement extraordinaire pour moi dans ma vie parce que, justement, sa perception du monde puis de la réalité qui nous entourait était T'es complètement comme- différente. Complètement différente. En fait d'apprentissage, ça aussi, ça a eu un impact pour moi. Puis, ouais, surtout dans les âges où j'y étais. C'est une phase où on est beaucoup en remise en question, là. La fin de l'adolescence, le début des âges adultes, là, c'est vraiment une période où c'est ça. Fait que, en gros, c'était pas mal ma réponse. C'est pas mal une bonne réponse. Quand tu étais, je veux dire, ma question, c'est par rapport à ce que t'es-tu un lecteur un peu? Est-ce que tu lis un peu les livres? Ou t'es plus un gamer ou t'es plus
un écouteur de films et de séries, mettons? Un peu de tout, mais la lecture, je dois t'avouer que ça fait quelques années que j'ai négligé. Mais ouais, je suis un peu un gars de séries télé. J'aime bien les séries télé, là, les policières principalement. Y en a-tu Ça, un pour qui moi. peut partager qui t'a fait triper pas mal? Oh, dernièrement, Portrait Robot était Ah oui? vraiment cool. Oh, oui, ouais. J'ai vraiment aimé. Au niveau du sci-fi, Plan B était très Ah bien. oui. J'ai beaucoup, Ah beaucoup de oui. respect pour cette série-là. Là. Je veux dire, au niveau de la production québécoise, elle est à côté de certaines des plus grosses productions internationales. Là. Ah Ça, Plan oui. B, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ah ouais. Euh, Ma femme avait écouté Plan B la première saison, puis elle m'en parlait. Puis moi, je ne suis pas tellement un écouteur de télévision. J'écoute plutôt des séries là, sur slash Netflix, mais j'avais mhm. passé à côté de ça, Plan B. Fait que j'ai écouté un peu avec quand c'était Pierre-Luc Funk qui était le Ah, personnage principal. Je fais, mon Dieu, mais quel univers extraordinaire! que tu peux réappliquer dans tellement de situations. Là. C'est comme tu pourrais faire 60 saisons. C'est facile. Absolument. C'est comme Absolument. puis je pense que j'ai entendu récemment qu'il était pour travailler sur une version anglophone. Oh! Je pense qu'il voulait faire une saison anglophone avec l'équipe qu'il avait déjà là pour percer le marché international. Fait que, wow. Moi, là, plan B, je leur donne mon étoile, mes two thumbs up aujourd'hui. Mais autrement, écoute, je suis un fan de Star Wars, je suis un fan de Marvel. Et récemment, Le Seigneur des Anneaux, ben ouais, ça, je peux pas faire autrement, Le Seigneur des Anneaux, ça. Quand on parlait de littérature, Tolkien, pour moi, là, ça a été. Ah oui, Moi, Tolkien, Asimov, ça a été. Ouais, c'est ça. hallucinant. Quand tu étais à l'école, primaire ou secondaire, c'était quoi ta matière préférée? Oh, une bonne question, ma matière préférée. Ben, moi, j'ai toujours été assez fort en mathématiques. Fait que je veux dire, c'était pas trop un problème, mais ma matière préférée, écoute, moi, j'aimais bien la gym, je dois t'avouer, mais j'étais pas nécessairement. Je suis devenu un sportif au secondaire, mais à l'école où j'étais, on avait une équipe de soccer, fait que je pratiquais. OK. J'allais au privé, puis on a deux périodes comme pensionnaire, fait qu'on a deux périodes d'études, OK, qui sont cédulées, là, derrière ton pupitre. Mais la première période d'études d'une heure et demie pouvait être remplacée par un sport. Fait que je me suis mis à jouer au soccer. Mais c'est comme 2 heures de soccer, 4 jours semaine. Fait que je suis devenu un sportif par la force des choses. Puis, ouais, ouais, non, j'ai vraiment, ça m'a vraiment aidé là, au niveau des sports. Mais je pense que c'est difficile à dire, ma matière préférée. Ben, mathématiques est probablement le primaire secondaire étant ce que j'aimais, tu sais, parce que pour moi, c'était facile. Hum, Parce que c'était appliqué. Quand je suis arrivé ouais, au cégep puis que j'ai commencé mes cours de différentiel intégral, là, j'ai complètement décroché des mathématiques parce que ça ne s'appliquait pas du tout, du tout. Je n'étais pas capable de visualiser l'application de. Tu sais, hum, calculer l'air en dessous d'une courbe, pour moi, là, non, ouais, ça a pas, ouais. c'est pas concret. Puis c'est drôle parce que quand je suis allé j'ai ensuite étudié en électronique au cégep à l'électronique des systèmes, donc les microcontrôleurs, ce genre de choses. Fait que c'est un gros programme de électronique, puis mélangé avec un programme de microcontrôleurs, les mini-ordinateurs, appelons ça comme ça. Puis pour moi, là, les mathématiques, c'est une vraie joke parce que c'était appliqué, là. Fait que j'étais capable d'appliquer mes mathématiques, puis là, ça allait super bien. Mais quand j'ai voulu aller en programmation, il fallait que je passe à travers les cours de mathématiques. Puis là, ils m'ont envoyé un cours de différentiel intégral. Écoute, j'ai jamais été capable de figurer qu'est-ce qui se passait, là. Je veux dire, Ah, ouais, pourquoi il faudrait que j'apprenne 6 équations puis que j'essaye une après l'autre des équations pour voir si elles marchent? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Mais pour moi, là, ça rentrait pas. j'ai réussi mes maths 101, différentiel intégral 1, puis j'ai arrêté là. C'est trop, c'est assez. J'ai tellement rushé. Je pense que j'ai fini. Il fallait que j'aille 70% à mon dernier examen pour réussir. Puis j'ai fini avec 60. Je sais même pas si j'ai eu 70%. Ah, Ou allez, c'était ou de la le course. prof t'a mis. Ah, ah Ouais. oui.
J'ai rushé. Quand tu étais un élève, Marc-André, est-ce qu'on t'a déjà considéré ou tu t'es déjà considéré comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente? Ben, c'est drôle, hein, parce que mon totem scout, c'est aigle. Ah, wow! Ouais, non, non, mais c'est une anecdote. Non, Oh, écoute, j'étais un peu des deux, dans le sens où j'avais pas besoin vraiment de travailler fort, puis j'avais des notes plus qu'acceptables. Je n'étais pas comme dans les tops, là. J'ai jamais été dans les tops, là, mais j'avais pas besoin de travailler très fort, puis j'avais cet avantage-là sur les autres. Est-ce que cancre, dans le sens où j'avais tendance à déranger parce que, écoute, c'était long, les cours, là. Parce que, tu sais, pour moi, ça rentrait, là, tu me le très dis, puis vite. Fait que ouais, c'est ça. ouais. Aujourd'hui, j'ai pas la même mémoire que j'avais à l'époque là, aussi, là, mais tu me le dis une fois, là, puis OK, je l'ai compris, là, tu sais, si je suis capable de l'appliquer, moi, je suis capable de le comprendre. Ça, c'est ce que j'ai appris là, dans la façon dont, avec toutes ces années, la façon dont mon cerveau fonctionne, c'est si je suis capable de le mettre en pratique d'une façon ou d'une autre. Si tu me donnes des exemples, je vais être capable, je vais le retenir parce que c'est concret pour moi. C'est sûr que, comme je disais, j'ai eu des cours de grec et de latin qui étaient un peu plus difficiles, là, mais oui, j'étais un peu plus cancre dans ces cours-là, mais de Ça façon fait. générale, c'était pas des cours très importants pour la carrière. Puis, tu sais, je veux dire, quand c'est drôle parce que j'ai eu un cours de chimie, je pense, en secondaire 5, biochimie, je pense, un cours de biochimie en secondaire 5. Puis, quand je suis arrivé, j'ai refait mon cours tu sais, j'ai fait l'électronique. Puis, après ça, quand je suis rentré pour mon cours de programmation, j'avais des obligatoires, fait que j'avais un cours de bio. Mais c'est exactement le même cours que j'avais eu en secondaire 5. Oh, C'est le même matériel. Je veux dire, on est repassé à travers, c'était presque le même livre, là. Puis ah ouais. là, j'ai fait comme, pourquoi? Ouais, Pourquoi on fait quelle ça? perte de temps, ouais. Ouais, fait que Con- c'est ça. Fait que là, j'ai été un peu plus cancre dans ce cours-là. Fait que je pourrais pas dire que j'étais un ou l'autre, là. J'ai toujours été un peu entre les deux, là, tu sais, dans le sens où je m'en suis toujours bien sorti, mais euh, je me suis beaucoup ennuyé en classe. Fait que ça m'a amené d'autres problèmes. Oh. Hey, Marc-André, merci beaucoup pour ce temps extraordinaire et foisonnant d'informations que tu nous as transmises pour le camp pédagogue. Puis on va sûrement garder contact. Merci à toi. Mais ça me fait plaisir. Écoute, moi, je suis toujours partant pour jaser de quoi que ce soit. Écoute, si tu veux approfondir des sujets, des choses d'actualité que tu as entendu parler, ça, on pourrait focuser sur un point plus Absolument. spécifique, puis ça serait moins parce qu'on est allé partout là, dans cette entrevue-là. Ouais, Mais, ouais, ouais. C'est ça, mais c'est correct, hein. ça le but. C'est ça l'essence même du cancre. Fait que merci à toi, Marc-André. Ouais, au plaisir, puis à bientôt. Votre balado pédago.